Bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer une thématique bien particulière. Comment faire de la transition environnementale un facteur d'attractivité majeur pour nos entreprises et la métropole dijonnaise. Vous avez deux entreprises qui évoluent dans des secteurs distincts, mais vous partagez une ambition commune qui est réduire l'empreinte environnementale dans vos activités. Thierry, comment vous avez mis ça en place au sein de votre entreprise? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers des solutions plus responsables? Déjà, tout d'abord, c'est une frustration de voir, on va dire, le monde évoluer vers des risques naturels, des problématiques d'énergie fossile, voilà, etc. Donc, c'est une prise de conscience forte qui a fait que j'ai inscrit en termes de vocation d'entreprise la lutte contre le dérèglement climatique et les grands enjeux, en fin de compte, de ce début du XXIe siècle. Et donc, comment, dans mon métier d'ingénieur conseil, je pouvais apporter des solutions, créer des solutions, plutôt que simplement résoudre celles qu'on m'apportait. Donc voilà, j'ai exploré des nouvelles solutions. Des solutions que vous avez mises en place, vraiment, vous êtes pionnier dans votre domaine. Alors, on est devenu pionnier parce que justement, on a changé de logiciel, c'est-à-dire que plutôt de toujours expliquer comment on fait les choses, on a décidé d'expliquer pourquoi et pour qui on les faisait. Et donc là, on a ouvert les champs du possible en travaillant justement, on va dire, sur des multiples solutions très transdisciplinaires, hein, donc de la sociologie jusqu'à, on va dire, au digital, et en essayant, en fin de compte, de faire de l'innovation avec, on va dire, le matériau qui était présent, se débrouillant un petit peu avec, on va dire, nos moyens, c'est-à-dire sans trop utiliser de l'argent, parce que faire de l'écologie, de la transition environnementale avec de l'argent, c'est facile pour tout le monde. Par contre, le faire avec peu de moyens, ça demande un petit peu de génie. Et donc, c'est ce qui a provoqué un petit peu, on va dire, ce mouvement dans l'entreprise où on a transformé nos ingénieurs en explorateurs. Et vous, Marc-Antoine, comment est venue l'idée de créer Canovia, cette volonté? Oh là, l'idée de créer Canovia était... Alors c'était très illusoire au départ, mais c'était de se dire, on va remettre la finance au cœur de l'être humain. Alors peut-être ce qui est bien, c'est de définir les mots. En fait, pour un matheux comme moi, la finance, c'est pas un truc qui apparaît tellement compliqué, en tout cas dans sa définition. C'est tout simplement la meilleure allocation de ressources possible. Donc vous avez une ressource qui est finie, donc c'est la taille des fonds qui vous sont confiés, ou des capitaux qui vous sont confiés. Et puis derrière, vous avez une infinité de choix. Donc tout le principe est d'aller trouver la bonne équation qui va vous permettre d'avoir la meilleure allocation de choix pour maximiser le résultat par rapport à la ressource consommée. Voilà. Et qu'elle fasse 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, en fait c'est toujours plus ou moins le même problème. C'est juste que, évidemment, la probabilité qu'on vient mettre derrière et les calculs qu'on met derrière sont plutôt complexe. Et il m'est arrivé un truc de jeunesse, hein, j'avais 27 ans à l'époque, qui, après avoir passé mon temps à résoudre un bout de ces équations-là, me venait me disant, mais en fait, on se trompe dans la question. C'est-à-dire qu'on considère que tout est une commodité, donc il faut se remettre... j'allais dire au début de ce siècle, tout est une commodité, donc tout est infini. Hein. Le travail, on le met dans un tableau Excel et puis on le multiplie à l'infini. L'énergie, etc. Et au final, ce qu'on considère comme étant fini, étant votre masse monétaire. Et puis, c'était de se dire, tiens, si on retournait un peu l'équation, et en fait, on partirait du principe que tous les éléments seraient finis, sauf la ressource financière qui, elle, par essence, est une croyance. On ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais pourrait être infinie. Bon, évidemment, ça alourdit tout hein, quand on fait ça. Et ça pose évidemment, comme tout sujet, hein, beaucoup plus de questions que de réponses. Mais le pitch était là. Donc c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure. Et dans ma grande naïveté de jeune de l'époque, j'ai eu la chance d'avoir un client qui m'a suivi de mon ancienne entreprise, qui s'appelait Michel Mullier, donc qui faisait partie de l'AFM, voilà, et qui m'a aussi beaucoup appris. Et donc voilà, le tout premier client de Canovia, c'était Michel Mullier. Mais il faut aussi embarquer les équipes dans cette transition écologique. Alors, vous m'avez demandé comment on a fondé Canovia. Maintenant, dans le sujet de la transition écologique, en fait, on s'est fondé quelque part, sans pouvoir vraiment exprimer la raison d'être de façon aussi distincte qu'on peut le faire aujourd'hui. On s'est fondé sur la singularité qui était de dire, en fait, on aime bien résoudre des problèmes. Voilà.
posez-nous des problèmes, on va les résoudre. Je crois que c'est le même côté de votre côté pour Thierry, résoudre des problèmes. C'est faire naître les problèmes parce que souvent, on va dire, le client prend le problème du voisin comme étant le sien alors qu'il n'a pas singularisé, il n'a pas identifié chez lui quel était son problème. Et donc, ce qui crée en fin de compte de la valeur, qu'elle soit financière, économique ou sociale, eh bien, en fin de compte, on va dire, c'est les multiples, c'est les différences. Et donc, quand on veut protéger un territoire, quand on veut protéger un climat, quand on veut protéger une société, il faut donc avoir une réponse, on va dire, qui soit adaptée et pas une réponse, on va dire, qui soit uniforme. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est exactement là-dessus, effectivement, qu'on se rejoint. Alors, dans des secteurs d'activité qui sont différents, mais je me permettrai pour le coup de citer quelqu'un qui vient de votre milieu, hein, qui est Norman Foster, qui était le premier à dire, en fait, moi, la capacité de mon entreprise, c'est la capacité d'avoir des gens qui sont capables de résoudre des problèmes dans un laps de temps court pour être dans le rythme que m'impose l'économie. Voilà, on est parti un peu sur le même pitch. Et donc, pourquoi l'écologie ? Ça n'a pas été une fin en soi dans notre activité, hein. Mais c'était de se dire, évidemment, on a notre part à prendre. Même si on est une entreprise de service, pourquoi on considérait que, sous prétexte qu'il y en a qui sont pires que nous, qu'on ne doit pas faire d'efforts ? Donc je pense que la bataille du climat est une bataille collective. Et donc il y a un moment, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? C'est peut-être un propre des entrepreneurs. Hein. En fait, on n'aime pas subir notre vie. Donc à partir du moment où on n'aime pas subir, eh bien, on va chercher des solutions. Voilà, et on fait avec ce qu'on a. C'est vrai que la finance, on se dit, oh bah non, ça c'est la dernière chose qui arrive dans la partie écologique. Souvent, on ne le voit pas du bon œil. On pense plus facilement au bâtiment en fait, à se dire déjà tiens, le premier socle qu'on va faire c'est peut-être le bâtiment à l'intérieur, ses bureaux, trouver des solutions pour le chauffage, mais la partie finance c'est vrai qu'elle peut faire peur aussi. Alors c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on regarde. En fait, la finance, c'est une mathématique qui est très différente par exemple de la comptabilité. La comptabilité elle est certaine, je regarde le passé, il est certain, il suit un ordre logique. Quand je regarde le futur, en fait, c'est un ensemble de probables. Donc déjà, je suis déjà pas sur la même mathématique. Et donc, quand vous commencez à travailler sur un ensemble de probables, bien en fait, vous allez raisonner en termes de risques. Donc, c'est quoi mes risques ? Et comment je les actualise ? Et puis après, je les mets dans l'ordre. Bon, enfin, ne pas regarder en face le fait qu'il y a qu'il va y avoir des problèmes de contraction énergétique. Hein, on en a vécu à certains moments. Qu'on va avoir des problèmes d'aléas climatiques. Que, évidemment, alors sur les ressources humaines, c'est pareil. Hein. On voit bien tous ces problèmes qui arrivent. Donc, à un moment, c'est toujours la même chose. Comment je les actualise ? Comment je traite, évidemment, le quotidien, ce qui prend une grande partie de place. Et puis après, c'est quoi l'espérance mathématique que je vais avoir sur ces différents problèmes. Donc, l'espérance, elle se calcule assez facilement en mathématiques. C'est l'impact. Donc, vous calculez quel est l'impact et vous le multipliez par la probabilité. Donc, vous pouvez avoir une probabilité très faible avec un impact gigantesque. Vous aurez une espérance qui sera beaucoup plus importante que d'avoir un impact très faible avec une probabilité élevée. Et donc c'est ça qui vous permet de mettre les sujets dans les rangs. Donc c'est indirectement transformer une contrainte en opportunité. C'est ce que vous avez fait. Tout à fait. Et globalement, en fin de compte, tel que vous avez posé la question tout à l'heure, Claire, justement, il y a un biais. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le bâtiment qui est important. Ce n'est pas le bureau, ce n'est pas le logement. Ce qui est important, c'est l'usage. C'est l'usager, c'est le citoyen. Et en fin de compte, la vraie question qu'on se pose, on va dire, on est toujours sur le comment, c'est-à-dire qu'on est toujours sur l'objet, mais en fin de compte, la finalité, c'est le bien-être, c'est le pouvoir d'achat, c'est la santé, c'est le vivre ensemble. Et donc, c'est parce qu'on ne se pose pas la bonne question qu'on ne trouve pas les bonnes solutions. Et donc, donc chez Editis, on travaille en fin de compte essentiellement, on va dire, sur l'usage. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des sociologues, des anthropologues, on va dire, pour connaître en fin de compte quels sont les moteurs en fin de compte qu'on peut avoir, qui peuvent permettre en fin de compte à un individu de changer d'état d'esprit, de changer de paradigme par lui-même, parce que justement, on va lui offrir un cadre de vie qui va être différent. Parce que si vous offrez un cadre de vie en disant « Monsieur, ça va marcher tout seul », Monsieur, madame, ça va marcher tout seul. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'installe dans son canapé, il attend que ça se passe. Non, vous lui expliquez qu'il va falloir qu'il prenne les clés, le volant, et donc c'est lui qui va conduire, et le bénéfice sera pour lui. Ce sera un bénéfice total. Mais c'est lui qui va manager ça. Et donc, voilà, c'est un transfert en fin de compte et un partage en fin de compte de responsabilité qui est très intéressant parce que là, on rejoint la citoyenneté, c'est-à-dire l'obligation que tout un chacun a en fin de compte de libérer, on va dire, voilà, son voisin en fin de compte des contraintes qu'il pourrait lui poser. Voilà.
Mais c'est ça se rejoint effectivement vos discours, où vous aussi, au sein de vos entreprises, vous êtes allé voir, travailler avec des sociologues, essayer de bien comprendre comment chaque collaborateur voit les choses, envisage l'avenir. Alors, on a des sociologues dans l'entreprise à destination de nos clients. En fait, le principe, souvent la finance, c'est le résumé mathématique, mais n'oublions jamais que la mathématique, c'est qu'une simplification, une caricature du réel. Donc c'est juste pour orienter votre pensée et puis des fois aller toucher des choses qui sont contre-intuitives. Mais la mécanique, le principal rouage, quand vous allez dans la réalité, c'est quand même les gens. L'humain. Exactement. Alors il y a un truc qui est assez génial et c'est ça qu'apporte la sociologie, c'est que on dit le hasard disparaît dans les grands nombres. Donc à partir de ce moment-là, si vous observez ça, vous allez intégrer un des éléments de vos risques, qui est la résistance au changement, c'est comment je vais transformer les choses. Et si vous partez de ça, évidemment, vous commencez à construire des choses qui sont plus cohérentes par rapport à l'objectif atteint. Donc la transdisciplinité, ou l'interdisciplinité, c'est exactement, un point commun qu'on a. Vraiment, le principe, c'est qu'on a des gens d'horizons très divers qui collaborent ensemble. Et ça pousse à faire des compromis à chaque fois. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision, il y a toujours un rapport bénéfice-risque. Et c'est ça qui permet d'aller chercher de l'innovation d'une certaine forme. Donc si je dois reformuler, la première chose, c'est déjà accorder les gens sur le même réel. Et croyez-moi, c'est un vrai exercice. Quand vous avez un juriste qui parle à un financier, qui parle à un sociologue, et puis dans les juristes, un droit fiscal, un droit des sociétés, vous allez avoir des tas de réponses qui sont très bonnes dans chacune des disciplines. Mais quand c'est mis ensemble, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à moins travailler ensemble. En fait, il faut déjà partager la même réalité. Elle est déjà différente pour chacun. Donc il y a déjà un effort important on partage la même réalité et on se pose une problématique, du coup, partagée. Et à partir de là, on sait construire. Donc c'est vraiment créer du commun, bien plus que créer du clivage. Moi, je voudrais ajouter quelque chose qui me semble important, c'est que dans l'attractivité, il y a aussi, on va dire, la problématique du temps. Et voilà, quand on veut courir un 100 mètres, si on a un boulet de 10 kg, on va le courir beaucoup moins vite. On va dire que... Et donc les professions de service, Marc-Antoine comme moi-même, nous sommes sur des professions de service, donc on a une agilité qui est beaucoup plus aisée. On n'est pas plus intelligent que les autres, mais on est beaucoup plus aisé que l'industriel. On rend compte qui est parti, on va dire, sur des investissements lourds et qui doit les amortir et qui doit faire face justement à des changements de paradigme qui sont beaucoup plus complexes. Donc la première chose, on va dire, qu'il faut modifier pour pouvoir, on va dire, répondre aux enjeux de 2050, c'est d'essayer, on va dire, de soutenir en fin de compte cette créativité pour qu'elle devienne en fin de compte un service réel aux industriels et qu'on les sorte en fin de compte de leur problématique. Parce que quand vous êtes vraiment, on va dire, en face du mur, c'est très difficile d'avoir une vision. Alors quand vous laissez quelqu'un le regarder de l'extérieur, d'en haut, avec pas les mêmes contraintes, pas les mêmes angoisses surtout, eh bien, vous facilitez grandement, en fin de compte, l'émergence de solutions qui vont permettre de contourner cet obstacle et donc d'aboutir aux obligations, on va dire, qu'on s'est tous données, on va dire, d'avoir une planète, on va dire, qui permette à nos enfants d'y vivre. Et c'est l'investissement aussi sur du long terme. On va chercher des solutions, on va tester, et c'est pas du jour au lendemain, hop, ça y est, c'est bon, j'ai la solution miracle en fait. On est bien d'accord. Alors c'est des successions de ratés, et de fausses bonnes idées, mais c'est toujours la même philosophie. C'est soit on gagne, soit on apprend. Et après, l'enjeu en tant que manager, c'est de transformer de l'expérience individuelle en expérience collective. Et c'est la grosse révolution du management, c'est là où elle est. Et c'est ça qui permet à un moment de l'entreprise de construire quelque chose. Sinon, vous allez construire des individualités et vous n'allez pas avoir un commun capable de résoudre des problèmes. Ce qu'on voit de vos deux entreprises, c'est effectivement l'humain. L'humain est au cœur de cette stratégie et vous l'apportez, mais vous l'apportez avec vos collaborateurs. Absolument, mais parce qu'on n'a pas en tout cas moi j'ai pas la capacité intellectuelle de résoudre tous les problèmes et d'être expert en tout, c'est juste pas possible. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est donner de la convergence. Et on est beaucoup en concurrence sur l'attention de nos collaborateurs avec l'environnement, avec les réseaux sociaux, avec les loisirs, le sport, etc. Je pense qu'on a un vrai défi de management globalement à se remettre au sujet et en fait à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Et je pense que là où on a de la satisfaction, c'est quand on aide chacun à être chaque jour une meilleure version de lui-même. Et c'est ça qui nous embarque et peu importe les challenges, on les relèvera parce qu'on a du plaisir à le faire
Et on a du plaisir à collectivement progresser, mais également individuellement progresser. Je te rejoins totalement. Moi, je travaille beaucoup mon management sur l'émancipation. Et la meilleure des réussites pour un chef d'entreprise, c'est de voir ses collaborateurs s'émanciper et découvrir qu'ils ont été capables d'accomplir des choses qu'ils ne pensaient pas eux-mêmes, on va dire, pouvoir accomplir, parce qu'ils considéraient que ce n'était pas de leur responsabilité ou de leur pouvoir, on va dire, ou de leur faculté. Et c'est ça, en fin de compte, le management, on va dire, moi j'appelle ça le management latéral, sphérique un petit peu, c'est-à-dire une espèce d'univers cosmique où on avance tous ensemble. Je ne vais pas faire une thèse là-dessus pour l'instant, mais on s'aperçoit qu'en réalité, on va dire, du plus petit échelon de l'entreprise jusqu'au cadre dirigeant, en fin de compte, le talent, il est partout, il faut simplement l'extraire au bon moment et le mobiliser. Voilà. Merci messieurs.